Et on y va, c'est parti pour le 348e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, ici on vient parler vélo, ici on vient parler cyclisme. Le Coup Tordu, vous connaissez, c'est le fameux podcast des passionnés pour les passionnés. Je vous retrouve pour un 348e épisode en solo, un épisode assez court. On va débriefer un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui en ce samedi 9 août. Et puis bien évidemment, je vous retrouve pour les previews de la toute dernière étape de l'Arctic of Norway 2025 et la toute dernière étape du Tour de Pologne. J'en profite aussi pour vous annoncer que la semaine prochaine on se retrouvera en quasi quotidienne, je pense, également pour le Tour du Danemark. Vous savez que désormais il y a plein d'épreuves sur lesquelles on peut parier un petit peu en France. L'ANJ, l'autorité de, je me pose ce que ça veut dire d'ailleurs, autorité nationale des jeux, a ouvert plein d'épreuves en France, donc on peut s'amuser un petit peu plus. D'ailleurs, je vous rappelle que jouer avec excès comporte des risques, que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs et que le Coup Tordu, avant d'être un podcast de betting, est bien évidemment un podcast de cyclisme. Donc vous retrouverez très très vite Latib et Enzo cette semaine. J'allumais un petit peu le podcast de manière inopinée, comme un contrôle antidopage. Ça pouvait tomber à tout moment et donc c'est pour ça, pas eu le time de les prévenir, mais on va se remettre en place. Et bien évidemment, il y a la Vuelta qui approche et donc la semaine prochaine, donc je pense que dès lundi soir, vous aurez une preview et un épisode pour le Tour du Danemark 2025 et puis on épluchera bien évidemment un petit peu tout ce qui se passe dans l'actualité vélo. Pour le bilan du jour, c'est pas terrible, mais ça aurait pu être pire. Alors on a rentré un match-up, alléluia, enfin un match-up qui tombe. Je rappelle quand même, ça faisait quasiment 6 ou 7 mois que je n'avais pas rentré un seul match-up. Alors j'étais sur une série de 17 match-up d'affilée perdus. Alors vous me direz une cote à 1,35, c'est pas incroyable, mais bon, vu la manière dont ça s'est passé avec effectivement Paul Lapera, avec ses deux côtes cassées, je parle du Tour de Pologne, bien évidemment de la 6e étape. Paul Lapera a lâché assez rapidement sur la 6e étape du Tour de Pologne. Alors je vous avoue que Jan Christen m'a quand même fait un petit peu peur. Il est resté en queue de laser, en cul de peloton pendant toute l'étape et puis il est remonté dans les tout derniers kilomètres. Alors par contre, Jan Christen, va falloir qu'on en parle et je pense que Thibaut en parlera beaucoup mieux que moi. On fera un focus sur Jan Christen quand Thibaut sera dans le podcast. Est-ce qu'on n'aurait pas affaire aux coureurs? Alors moi, j'aime pas trop critiquer les coureurs. Je préfère critiquer les managers, les tactiques de course, les stratégies. On va dire le management global d'une équipe. C'est toujours beaucoup plus facile, évidemment. Un coureur, un mec sur un vélo, il souffre, c'est compliqué. Mais ce Jan Christen, faut quand même qu'on en parle. Les critiquer les coureurs, c'est pas les mecs qui souffrent, ils sont sur le vélo, c'est tous des immenses champions bien évidemment du premier au dernier, mais c'est peut-être la première fois dans l'histoire qu'on voit un mec qui a autant les jambes et aussi peu la tête. C'est-à-dire quand même que Jan Christen, faut se rappeler par exemple que ces dernières semaines sur le Tour de Norvège, c'était monsieur attaque à contre-temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois il a les jambes, mais il met toujours sa mine, sa cartouche au plus mauvais moment et à la fin il se fait toujours rattraper dans les 200-300 derniers mètres et ça passe pas. Mais alors là il nous l'a fait évidemment déjà 2 fois sur le Tour de Pologne, mais là sur l'étape de samedi c'était incroyable parce que si vous avez vu la course, donc victoire de Victor Langelotti, le monégasque qui l'emporte devant Brandon McNulty. On pense que McNulty a course gagnée quasiment à 500-600 mètres de l'arrivée, on voit pas comment il peut être remonté, mais sauf que dans le groupe derrière, je sais pas si vous avez vu, mais c'est Jan Christen qui ramène Victor Langelotti sur Brandon McNulty, c'est-à-dire qu'il met un relais à peu près à la flamme rouge qui permet à Langelotti de se rapprocher. On est sur une portion un petit peu plus plate et c'est grâce à ce relais que son équipier Brandon McNulty est battu. Alors je sais pas, moi je suis Brandon McNulty, franchement je lui en fous une. Si je suis l'émir des UAE, je le fous sur le marché des transferts. Parce que là pour Jan Christen, je trouve que ça commence à faire un petit peu beaucoup. Encore une fois, c'est pas une question de capacité physique, là c'est vraiment une question de sens tactique. Franchement, j'ai rarement vu un coureur aussi solo et en plus globalement, ce genre de move, ça peut foutre la merde dans un collectif. On avait déjà Juan Ayuso, on le sait maintenant, sur le Tour de France 2024, ça s'est très mal passé avec Tadej Pogacar. Je pense qu'il y a que les naïfs qui croient que Juan Ayuso a quitté le Tour 2024 sur Covid. Il est parti parce qu'il s'est embrouillé avec Tadej Pogacar. Bon, Jan Christen, celui-ci, il a que 21 ans, il peut encore trouver du sens tactique, mais quand même, faire ce move de ramener un adversaire sur un coéquipier qui va ramener l'étape,
À ce niveau-là, c'est un move qu'on voit pas très très souvent. Au niveau des PLT, bon bah écoutez, on est pas mal. Je vais regarder les codes. Je vais faire comme hier. Là, je sais pas encore si je vais prendre des trucs pour les dernières étapes de l'Arctic of Norway et la dernière étape du Tour de Pologne. J'ouvrirai les codes en direct, hein, comme on a fait hier. Au niveau de l'Arctic of Norway, bon bah écoutez, on va débriefer, on va briefer tout ça. J'étais parti sur Dylan Teuns. Malheureusement, Dylan Teuns, bon bah crevaison à 10-12 bandes de l'arrivée. Je sais pas j'ai même pas vu combien il a terminé. Je pense qu'il est loin. Mais bon, effectivement, la petite crevaison à 10-12 bornes de l'arrivée, c'était pas ouf. Ouais, non, il a terminé très très loin. J'avais un petit peu surévalué sa forme. Le petit Mats Wenzel, ça fait un moment qu'on vous parle de lui dans le podcast, hein, luxembourgeois qui termine à la 11e place. Garçon à surveiller, il est à Cairn Pharma, luxembourgeois, le seul luxembourgeois d'ailleurs de la Cairn Pharma. Donc vraiment petit gars à surveiller. Ouais, non, et Dylan Teuns, il a fini à 29 secondes. Il a terminé assez loin. Donc Corbin Strong, on a un PLT aussi, hein, sur cet Arctic of Norway, un PLT sur Tom Pidcock. J'ai pas regardé les cotes, hein, on regardera aussi tout à l'heure. Et puis enfin pour le Tour de Burgos, alors un petit peu de regret quand même parce que Léo Bizio était favori au classement général avant la dernière étape. Bon, je vous avais dit que je n'y croyais pas, ça laissait des values derrière. Alors j'ai un petit peu surévalué les blessures de Giulio Ciccone et d'Isaac Del Toro sur la première étape. Je les ai même carrément surévalués parce qu'ils font premier et deuxième de l'étape. D'ailleurs, je fais un big up à XMeg 6K 60 sur YouTube, hein, qui lui avait le bon scénario. Il avait bien lu l'étape, donc bien évidemment, je suis très très loin d'avoir la science infuse, hein. Le coup tordu, on est là pour discuter, on est là pour échanger. Et puis tous les avis sont bons à prendre. Donc bravo aux camarades sur YouTube, hein, qui avaient bien lu le scénario de la course. Donc gros GG à lui et puis gros GG également à tous ceux qui ont lu le scénario et qui avaient le bon prono. Alors on avait Samuele Zuccarello, hein, qui a pris l'échappée matinale. Bon, il se fait manger à l'approche du dernier col. Il aurait fallu que ça soit un groupe beaucoup plus conséquent qui parte. Moi, c'est un petit peu le scénario que j'avais pour l'échappée matinale. Bon, ça n'a jamais vraiment pris beaucoup de temps. Donc même quand Zuccarello est sorti, ça m'a pas, j'ai pas véritablement cru en cette échappée. Donc ça pour moi me permettre d'enchaîner un petit peu sur Side Limit, hein. Ça fait un petit moment que je vous dis qu'il fallait qu'on parle un petit peu de Side Limit, hein, notre jeu de fantasy préféré, un jeu de fantasy où on joue avec ses propres NFT. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de discussions, il y a pas mal d'échanges actuellement dans le Discord et pas quelques doutes, mais on va dire quelques attentes non concrétisées qui reviennent sur le jeu. Donc je rappelle qu'on a créé le coup tordu parce que ce type de jeu s'est créé également un petit peu à la base, ce qui était il y a 3 ans, mais ce qui commence à devenir très très différent, qui à la base partait sur le modèle de Sora. Moi je pense que dans les gens qui sont un petit peu, alors déjà on s'amuse, hein. Moi je le redis, hein, pour moi le concept est démentiel. On suit des coureurs, on suit l'évolution, on suit les carrières des coureurs, et là on commence déjà à avoir des exemples concrets. En 2023, Nantes est une des premières équipes à arriver sur Side Limit. Si Nantes est pas sur Side Limit en 2023, dans le coup tordu, on ne met pas autant le focus sur Jordan Jegat. Et Jordan Jegat, on vit son histoire. Quand on achète sa carte, on a un mini bout de la carrière du coureur, et ça permet aussi de découvrir des coureurs, de découvrir leurs histoires, de se mettre un petit peu, on va dire, pas dans leur peau, mais voilà, on vit les histoires de manière un petit peu différente. Donc Jordan Jegat, c'est l'exemple parfait. Je vous parlais de Mats Wenzel par exemple, c'est aussi un coureur qu'on suit depuis 2-3 ans parce qu'il était dans la team Léopard, et on voit aussi son évolution. Donc quand on est sur Side Limit, on vit le cyclisme de manière un petit peu différente. L'autre chose, si je rapproche à Side Limit un petit peu des paris sportifs, le but des paris sportifs, c'est de savoir qui va gagner la course à la fin. Voilà, c'est sur le vélo, c'est simple. Sur Side Limit, vu que quand on a l'électron libre, le mec qui prend l'échappée matinale, ça nous fait marquer un petit peu le maximum de points. J'ai envie de vous dire que sur Side Limit, et moi c'est ce que j'aime dans le jeu, c'est que finalement on parie sur l'échappée matinale. Ça c'est depuis qu'il y a Side Limit. Avant, quand il n'y avait pas Side Limit, qui part dans l'échappée matinale, si on sait que l'échappée a presque aucune chance d'aller au bout, on regardait vite fait. Là on prend Pro Cycling Stat, on allume, merde, qui prend l'échappée, qui prend pas l'échappée. Et ça, si vous avez le mec qui est parti dans l'échappée, vous savez que ça va vous ramener des cartes et des sous. Si vous n'avez pas le mec dans l'échappée, ça va poser un gros problème. Donc moi voilà, je reste toujours aussi fan du principe du jeu. Il y a l'appli qui se met en place. Alors évidemment il y a eu 2 gros soucis ces premières semaines. Le premier truc, c'est
la fameuse collusion qu'il y a eu sur le Tour de France. Je vais pas revenir là-dessus. Pour moi, les deux managers qui ont fait ça, je le redis, ont fait de la merde de manière très claire, nette et précise. C'est un petit peu de l'avis unanime de tous les managers, mais ça, je pense que ça se reproduira plus. Le sujet est clos de mon côté. La deuxième chose, et ça, Valentin l'a reconnu, c'est une erreur de communication au niveau du Tour de France, à savoir que sur les 2 derniers Tours de France sur Side Limit, on avait des prize money autour de $1 600 et on est arrivé cette année avec $645 de prize money. Alors tout simplement pourquoi ? C'est pas il y a moins d'argent, il y a pas moins d'argent à gagner sur Side Limit, c'est juste que les prize money ont été répartis de manière différente. L'année dernière, il y avait $8 000 de prize money sur l'année sur Side Limit. Cette année, ça a été réparti sur l'ensemble de l'année. C'est vrai qu'on a eu certaines courses au World Tour, par exemple comme le Tour des UAE, on avait des billets de 100 balles à la gagne, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. On était plutôt sur ces courses-là de 40-50 balles. Donc on va dire que les prize money ont été mieux répartis sur l'année. D'ailleurs, en ce moment, il y a de très très belles épreuves sur Side Limit. La Ligue 1, enfin voilà, les épreuves dont on parle, Tour de Pologne, Arctic of Norway, Tour de Burgos. Il y a aussi une course en Himalaya, voilà, qui se déroule en Chine actuellement. Tout ça, ça fait partie de la même multi-race. Bon, il y a en Ligue 1, il y a $45 pour le vainqueur avec une très très belle carte. Je crois que le deuxième prend 20 ou 25, le troisième prend 10. Donc il y a des prize money qui sont répartis de manière un petit peu différente, et on va dire que sur les courses qui sont pas en grand tour, il y a des prize money qui sont plus hauts que l'année dernière, ce qui a baissé considérablement les prize money du Tour de France. Mais si on fait la moyenne, on est sur du 20% supérieur à l'année dernière, contrairement à ce que certains disent et ce que certains pensent. Malgré tout, c'est vrai que beaucoup de managers, et moi aussi, s'étaient ravitaillés en fonction du Tour de France, en imaginant qu'il y aurait un très très gros prize money sur le Tour de France. Donc voilà, donc erreur de communication, Valentin l'a reconnu, je pense que ça se reproduira plus. Et maintenant, j'ai l'impression, si vous voulez, que pas mal de gens, et je me mets peut-être aussi à l'intérieur, peut-être pas complètement, ont trop attendu de Side Limit. Et si on se remet un petit peu dans le contexte, c'est vrai que quand Side Limit a été créé à l'époque, on était encore sur la vague Sorare, quand Sorare avait une véritable hype, et puis on pouvait écouter les émissions de Magic Mehdi quand il recevait un étudiant lillois qui était parti avec $5 000 et qu'on avait monté 120 000. Vous connaissez tous l'histoire de Joe Bettman qui a gagné beaucoup d'argent sur Sorare. Je l'embrasse, Joe, pour moi un véritable GOAT en matière de jeu, de paris sportifs, un mec adorable, un mec très très sympa. J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'échanger avec lui. Donc il y a quelques managers comme ça qui ont été mis en avant par Mehdi et son magnifique podcast qui s'appelait Sorare Media, et il y a eu vraiment des gens qui ont gagné sur Sorare. Et puis sauf que il y a eu une première chute des crypto-monnaies. Sorare, il y a eu énormément d'erreurs. Nicolas Julia a voulu voilà, je vais pas revenir sur toutes les erreurs de Sorare, donc je vous les ai déjà expliquées. Et il y a un bad buzz qui est parti ces derniers mois sur les jeux de NFT. Donc sauf qu'encore une fois, Side Limit c'est vraiment éloigné de l'image de Sorare, c'est-à-dire que Valentin voit toutes les erreurs de Sorare et ne les reproduit pas sur Side Limit. Mais pour moi, pour l'instant, Side Limit, voilà, la principale souffrance de Side Limit, si vous voulez, dépend un petit peu du bad buzz qu'il y a eu ces derniers mois et ces dernières semaines autour de Sorare. Donc je pense que pour les managers de Side Limit, actuellement, faut laisser passer l'orage et faut faire le dos rond. Simplement, pour une équipe World Tour qui voudrait éventuellement, qui serait intéressée par Side Limit, voilà, si le mec de la communication, le gars qui s'occupe de ça, il fait un petit peu ses recherches, voilà, le premier parallèle qui est fait, c'est entre Side Limit et Sorare. Il voit qu'il y a un bad buzz sur Sorare, il va dire pas tout de suite, ou voilà. Mais je pense que beaucoup de managers avaient cette vision en se disant on va avoir des grosses équipes, on va avoir la Visma, on va avoir UAE. Voilà, c'est jamais quelque chose qui a été promis. Et finalement, il y a quelqu'un en privé qui m'a dit mais est-ce que Side Limit, c'est dommage, on a un petit peu l'impression que ça va être le jeu des Conti. Et moi je dis pourquoi pas. Et si Side Limit peut être le jeu des NFT, des Conti, et franchement, alors après, voilà, évidemment, si demain il y a une World Tour, je sais pas, une Groupama FDJ qui arrive sur Side Limit, je serai le premier content. Mais franchement, s'il y a un Saint-Michel-Aubert ou un Roubaix-Van Drissel qui arrivait sur Side Limit, mais vraiment, je serais tout aussi content. On part à la découverte de coureurs qu'on connaît pas, qu'on connaît peu, qu'on connaît moins, qui sont moins médiatisés. Et moi, je trouve que c'est vraiment le côté vertueux du jeu, et ça le rend, j'ai presque envie de dire, encore plus passionnant. Moi, je vais vous donner un exemple, ce qu'on fait un petit peu dans le coup tordu, quand on reçoit des coureurs pendant l'hiver, moi j'aime bien mettre la lumière, et on aime ça avec Thibaut, avec Enzo,
mettre la lumière sur des coureurs qui sont pas forcément en première page dans l'équipe, ou que vous n'allez pas obligatoirement voir dans Bistro Vélo. Voilà, Eurosport, ils font très très bien, mais hyper bien même. C'est normal, ils reçoivent des têtes d'affiche. Et nous, on va plutôt aller chercher des mecs qui sont pas forcément d'immenses têtes d'affiche, mais des mecs qui dégagent quelque chose. Si vous voulez, des mecs qui dégagent une émotion. Je suis désolé, quand on reçoit Pierre Barbier, c'est un mec qui a des émotions. Quentin Béza, il y a un truc. Évidemment, je vais pas vous faire la liste de tous les coureurs qu'on a reçus dans le podcast, mais c'est des gars qui expriment un truc à la fois sur le vélo et à la fois dans leur communication. Et nous, c'est ce qu'on recherche avant tout. Demain, évidemment, s'il y a un attaché de presse qui m'appelle et qui me dit dis donc Vincent, il y a Julien Alaphilippe qui aimerait bien faire un podcast un peu underground. Alors bien sûr, Loulou, on va avoir des questions à lui poser, mais on va pas courir après ça. Si vous voulez, on va pas courir après ça. On va plutôt aller mettre la lumière sur des gars qui vont pas automatiquement forcément l'avoir, parce que c'est pas des types qui à l'heure qu'il est gagnent. Enfin, quoi que des fois, regardez, on a eu Jordan Jurgat, et puis Jordan Jurgat, quelques mois après, il fait 10e du Tour de France. Donc voilà, c'est ce que je souhaite évidemment à tous les coureurs qu'on reçoit dans le coup tordu, mais de base, voilà, on est aussi là pour donner un petit peu d'espace à ceux qui en ont moins, et on est hyper fiers de ça. Et si Side Limit peut être le jeu de fantasy qui donne aussi l'espace à ceux qui en ont le moins, plutôt que d'être un énième jeu de fantasy où on aligne des Pogacar, des Arnaud Delis, des Mathieu Van Der Poel, franchement, moi je trouve que c'est encore mieux, et je continuerai bien évidemment de soutenir le projet, de soutenir Side Limit. Je redonne notre code de parrainage. Il y a la Vuelta qui approche, coup tordu 0 avec le chiffre 0, et si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas. On bascule donc sur les 2 dernières étapes de cette magnifique semaine. Belle semaine franchement, 4 épreuves. Moi j'ai vraiment kiffé cette semaine, limite presque plus que le Tour de France. Alors on va commencer par le Tour de Pologne. On a un chrono sur le Tour de Pologne. Alors j'ai envie de dire qu'on a on peut presque faire le coup de la météo. On aurait presque pu parce que sur les radars météo que je vois, alors il y a un radar météo qui donne de la pluie à partir de 3h, 4h de l'après-midi, donc la course démarre à 13h30. Maintenant, c'est pas l'intégralité des radars météo, mais ces mêmes radars météo ont tendance à donner un petit peu plus de vent en fin de start list qu'en début de start list. Donc globalement, il y a avantage pour les premiers partants. Maintenant, le truc, c'est que j'ai cherché Rémi Cavagna et Ethan Hayter dans la start list. Les deux ont abandonné. Je pense que c'est un gros regret pour ces 2 coureurs, parce qu'en partant en fin de start list, je pense qu'il y avait en début de start list, je pense qu'il y avait un véritable coup à jouer. Et le problème, c'est que quand je regarde la start list et quand je regarde les premiers partants, franchement, il y a personne. Il y a pas, pour moi, il y a pas un mec véritablement capable de faire mal au Brandon McNulty, au Antonio Tiberi. Enfin, on a des sacrés rouleurs. On a Matteo Sobrero qui est aussi bien classé au classement général, qui est à la 8e place. Donc je vois pas si vous voulez le mec. Alors vous, si vous en avez un, tentez-le, forcément. Mais je vois pas. Même un mec comme Köckler, c'est 3e du championnat du Luxembourg. Pour moi, c'est pas suffisant. Donc je vois pas, si vous voulez, ce gros rouleur qui va partir en début de course et qui va créer une énorme surprise. Alors après, il y en a peut-être un dans la start list qui pourrait profiter d'une météo ultra favorable, mais franchement, allez, si Michael Léonard, j'allais vous dire, est-ce que Michael Léonard, ça peut il fait 10e du chrono du Pays Basque. Michael Léonard, juste après Bruno Armirail. Ouais, Michael Léonard, chrono des UAE, il fait 35e, c'est pas terrible. 10e au Pays Basque, c'était un peu mieux. 24e au Tour de Romandie. 23e au chrono du Dauphiné. Non, puis bon, il est champion du Canada et qu'il a battu il a quand même battu Derek Guy. Michael Léonard, il a quand même mis 35 secondes à Derek Guy. Derek Guy, c'est un bon coureur. Il a quand même mis 35 secondes à Derek Guy. Bon, écoutez, on va regarder les cotes. On va peut-être mettre une mini croquette sur Michael Léonard, qui pour moi, sur le début de la start list, est le seul, on va dire rouleur un peu correct, mais pour qu'il l'emporte, il faudra vraiment qu'il ait des conditions mais ultra méga favorables. Et encore, il va partir il y a Ethan Vernon aussi avec lui, il va partir 83e position. Ça me paraît franchement, ça me paraît, je pense que je n'irai pas, ça me paraît vraiment trop léger. On va aller voir ce qui va se passer. On regardera on va regarder tout de suite les cotations.
On va tout de suite aller sur le bookref. Alors déjà, on va regarder un petit peu comment ça se passe parce que je vous rappelle qu'on a quand même notre PLT au classement général sur Brandon McNulty qu'on avait pris à 6. Alors, Brandon McNulty sur le Tour de Pologne. Alors, hop, il est à 1,11. Alors là, on a quand même une value assez incroyable. Brandon McNulty qui remporte le classement général à 1,11. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus sur le Tour de Pologne. Si McNulty nous rentre le PLT à 6, on aura fait une très très bonne semaine. Donc on va même pas le couvrir. C'est vrai que Tiberi c'est assez tentant. Sobrero, s'il fait un bon chrono, 29 secondes sur McNulty, sur 12 bornes, ça va quand même être compliqué parce que McNulty a l'air quand même particulièrement en forme. Donc écoutez, sur ce Tour de Pologne, on va rester là. Je vais quand même regarder les cotations. Ça sera plus un avis s'il y en a qui ont vraiment envie d'aller chercher une énorme surprise. Les cotations, on remporte le contre-la-montre. On a McNulty à 1,83. Vous voyez même le field de McNulty avec les incertitudes météo, j'irai pas. Florian Vermeersch, ça peut être pas mal. Il a fait un très très bon chrono récemment, c'était sur le Tour de Belgique. Mathieu Brynan 151, ça roule pas mal. Attention, Mathieu Brynan, c'est pas ridicule. Sobrero à 34. Alors là, je trouve que Sobrero à 34, je trouve ça particulièrement. Alors après, ça fait un petit moment qu'il nous a pas fait un bon chrono, Matteo Sobrero. Et encore une fois, voilà, il y a les incertitudes de la météo qui me douchent un petit peu. Il fait 4e du championnat d'Italie. Matteo Sobrero, il en avait gagné, il me semble, il y a quelques années sur le Tour de Pologne. Bon, pareil, les incertitudes météo font que je ne vais pas aller sur Matteo Sobrero. Après, si vous voyez que le temps est calme, ça peut être éventuellement du live. Bon, et pour notre ami Michael Léonard, j'arrive même pas à trouver la cote. Là, je vous dis, là, je suis en train de chercher, je suis en train de fouiller. Écoutez, Michael Léonard n'est même pas booké, n'est même pas coté sur le première vue, n'est même pas coté sur le bookref. Si, il est à 19. Si, il est à 19. Bon, allez, c'est tombé. Il est à 19. Ah ouais, d'accord, ok. Donc je pensais qu'il serait sous les radars des books, mais il est même pas sous les radars des books. Limite même presque l'effet météo aurait presque pu être anticipé. Donc non, 19. 19, je ne toucherai pas personnellement à Michael Léonard de la team Ineos. On va donc voilà, Tour de Pologne, on va simplement laisser filer pour notre PLT. Enfin, l'Arctic of Norway, donc la dernière étape. C'est quasi une flandrienne cette étape. Des petites ascensions, on a une petite bosse d'1,2 km à 6,8%. Ça va être assez répétitif au niveau du parcours. C'est pas ultra méga technique. Gros péno pour moi, pour Corbin Strong, pour conserver le maillot au classement général. Bon là j'ai vite fait vu les cotes, il est ultra favori. Alors on a un PLT aussi sur l'histoire. On a Tom Pidcock coté à 5 pour la victoire au classement général. On l'avait pris à 2,75. Alors si jamais il réussit à nous faire une masterclass, Tom Pidcock, pourquoi pas aller nous chercher le PLT. Mais si je regarde les cotations, donc pour l'étape, il y aura quasiment pas de vent sur cette étape. Corbin Strong encore favori de l'étape. C'est vraiment compliqué de savoir un petit peu comment ça va se passer. Alors peut-être regarder du côté des collectifs, parce que souvent sur ces étapes-là, l'idée c'est de se retrouver un petit peu en surnombre. Alors forcément, l'équipe qui fait peur, c'est l'Uno X à domicile. Mais franchement j'ai vraiment du mal à me projeter sur cette étape. Quels seront Pidcock, le problème c'est qu'il risque de se retrouver un petit peu isolé, et on sait que souvent la force collective sur ce type d'étape, c'est quand même un petit peu ce qui fait la différence. Un petit peu comme une flandrienne, si vous voulez, c'est-à-dire être capable de rester en surnombre à l'avant. Je pense que les Uno X à domicile ont de quoi rester en surnombre à l'avant. Après, ça me paraît un peu dur pour Alexander Christophe. Ramsus Stiller qui fait 3 sur la première étape. Qui se laisserait tirer en profitant d'une bataille au classement général entre Strong et... compliqué. Le problème des Uno X, c'est compliqué de savoir sur quelle carte ils vont aller. Et du côté des XDS Astana, Davide Ballerini, franchement, c'est un bon... Il est en forme, Ballerini, on le revoit à un niveau qu'on n'avait pas vu depuis des années, mais maintenant, le problème, c'est qu'il joue le classement général pour Christian Scaroni. Donc ça risque aussi d'être ligne derrière Christian Scaroni. Donc voilà, et franchement, du côté des Israël, avec Van Asbrook, avec Riley Lechian, avec Nick Schulz, on a quand même ce qu'il faut pour garder le maillot de leader de Corbin Strong. Donc voilà, je pense qu'on prendra rien pour également cet Active of Norway. On va laisser couler les PLT. On espère que McNulty va nous la mettre au fond pour nous passer le PLT qu'on avait pris en début de semaine sur sa victoire au classement général. Et si en plus on croquette Tom Pidcock
TikTok réussit aussi, on était sur un petit bet, réussit aussi à gagner le général de l'Arctic of Norway. Ça sera la cerise sur le gâteau. Mais voilà, simplement si McNulty remporte le Tour de Pologne, on aura passé une bonne semaine et on finira cette première semaine du mois d'août avec un petit billet. Voilà pour le coup tordu. Je vais pas aller plus loin. On se retrouvera probablement lundi soir pour le Tour du Danemark. Je vous rappelle les réseaux sociaux. Thibaut Chambre, vous le retrouvez sur son X, sur son Twitter. Enzo Analyste Phoenix sur son compte Twitter également, et puis son site internet The Big Gear, et puis le coup tordu. On est sur TikTok, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur tous les réseaux sociaux, et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. On est sur Instagram, presque 1000 d'ailleurs sur Instagram, ça fait plaisir. Allez, ciao les amis.